Alors, on va avoir 15 minutes pour aborder un thème qui vous intéresse tous. C'est celui des fintech en relation avec notre sujet. Alors, dans un premier temps, moi, en tant que directeur financier à temps partagé d'un startup studio qui s'occupe de fintech et très récemment de 2 boîtes de blockchain, c'est vraiment un plaisir de voir travailler un petit peu nos cryptographes, nos ingénieurs, nos jeunes diplômés sur ces sujets. Ils ont plein d'innovations, j'en reconnais quelques-uns dans la salle, donc il y a vraiment des choses à faire et la France est leader dans ce sujet. Alors, Jean-Hervé, donnez-nous votre vision en tant que président de Finance Innovation. Sûrement pas sur les fintech. Moi, je vois le sujet, comment aller plus loin sur le chemin de la maîtrise des délais de paiement. Je suis malheureusement, c'est peut-être l'âge, c'est peut-être le tempérament, mais l'homme d'une idée. Tout à l'heure, on a évoqué le thème de pourquoi est-ce que ça ne marchait pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que on peut utiliser tous les fintechs de la Terre, c'est pas ça qui changera la face du monde. On a un problème, alors on peut dire c'est 13 jours, c'est ceci ou c'est cela. Après, j'ai 3 fintechs dans ma poche, donc je vais vous les donner, les noms. Parce que je suis président du pôle de Finance Innovation et demain on fait un événement sur les fintechs avec mon ami Bernard Guénier. Mais le sujet, mes amis, ils vont bien parler des fintechs, bien mieux que je ne serais capable d'en parler. Le sujet, c'est que, comme je me suis permis de vous le dire tout à l'heure, c'est que on est là, 200, 300, tous plus formidables les uns que les autres, mais tout le monde, à part ça, se contrefiche du problème des délais de paiement. Il faut quand même bien savoir, nos politiques, le ministre a été très actif sur la manière dont il fallait agir. On a des bonnes méthodes à la française, c'est qu'on fait des lois, et on met des sanctions, et on a eu une très bonne idée, c'est de mettre un médiateur qui est un homme très remarquable, et en pleine forme, parce qu'il est bien bronzé, donc peut-être qu'il va surveiller les délais de paiement dans le sud de la France. Bon, je plaisante. Mon idée fixe, après vous parlerez des fintech, mon idée fixe, c'est comment, avec l'observatoire que Jeanne-Marie dirige avec beaucoup de talent et avec vous qui êtes vraiment le médiateur, et c'est très important, comment vous faites passer un sujet qui est, pour le moment, à un niveau, j'allais dire, d'implicite très fort, comment on le fait passer à la réalité. Quand vous voulez faire passer un problème à la réalité, en tout cas, c'est ma conception, et comme je ne suis pas un perdreau de l'année, c'est lié à beaucoup d'expériences dans des domaines extrêmement variés, il faut qu'on soit sûr et qu'on comprenne les chiffres. Tout à l'heure, on a évoqué les chiffres, je ne sais plus quoi, il y a 13 jours de plus, 14 jours. Ça ne veut rien dire pour personne. Personne ne comprend de quoi il s'agit. Si vous voulez le faire passer dans la réalité. Or, il faut bien que vous compreniez que les délais de paiement, c'est une norme sociale. C'est un accord dans un pays. Ce n'est pas un problème technique. Ça n'a rien à voir avec la technique. C'est qu'à un moment, les gens se disent, nos compatriotes, tous les entrepreneurs, les petits, les grands, se disent, on se met d'accord sur ce qui est bon pour le fonctionnement du commerce. Comme on se dit, pour un économiste comme moi, c'est bon d'avoir le prix de l'euro qui est à 1,20 en dollars. On a comme ça des chiffres qui sont des chiffres d'équilibre qui permettent de développer les activités. Et donc, pour que on donne sens aux chiffres, il faut que ces chiffres, on les comprenne dans leur réalité. Alors, je les ai pris les uns après les autres. Moi, j'ai fait partie de ceux, comme tous les économistes, vous savez, les économistes, ils parlent. Hein, et, ils parlent un peu, les économistes, quand même. Je te rappelle qu'on a un quart d'heure, là. Oui, mais je vous laisserai 1 minute, donc il n'y a pas de problème. Merci. Je termine juste là-dessus. On sort le chiffre de... Je peux créer, si j'avais des bons délais de paiement, mettons, on suit à peu près le LME, on gagnerait 50 000 emplois. Vrai ou faux? Moi, je n'ai pas vu un économiste sérieux qui l'ait vraiment démontré. Donc, tant que vous n'avez pas pris notre prix Nobel, qui est quand même vachement utile, c'est-à-dire qui crédibilise les choses, tout ça, c'est du baratin. Deuxième sujet, on vous dit il y a des milliers, il y a 10 000, 20 000, je dis, 20 000 TPE qui se sont cassés la gueule à côté des causes des délais de paiement. Montrez-en 20 ou 30, en réel. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte? C'est-à-dire, en un mot, mon discours est très simple. Il est de se dire que, un peu dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec une grande manifestation qui permet, j'allais dire, de faire apparaître le sujet, donner aux chiffres que nous utilisons
qui sont des chiffres soit abstraits, soit incompréhensibles, soit inaccessibles au discours politique, et c'est pas par hasard. Il se trouve que les politiques, ça ne les intéresse pas. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez le constater. Et tant que ça ne les intéressera pas, les choses ne bougeront pas. On fera des lois, on fera des trucs. La LME, on change. Il y avait j'oublie toujours son nom, le ministre qui a changé, là, Hamon, etc. On en a toujours 2 ou 3 qui sont intervenus. Tout ça ne change rien. Donc, si on ne le fait pas intervenir, on fait une grande opération, et là, Jeanne-Marie, une opération qui dépasse largement l'observatoire avec des stakeholders, des gens. Deuxième sujet, on montre en réel des boîtes qui se sont cassées la gueule à cause de ça, et vous les montrez à la télévision, enfin n'importe où, mais vous montrez que c'est un vrai sujet. Troisième aspect, vous prenez notre prix Nobel, Jean Tirole, j'ai bien dit Jean Tirole, parce qu'il n'y a qu'un prix Nobel en France, et vous lui demandez, dites-nous combien d'emplois ça truc. Et lui, c'est crédible. Le reste, on va se dire, il est à gauche, donc il dit ceci, il est à droite, enfin, tous les baratins habituels. Donc, je dis, je plaide, et je suis répétitif, pour qu'on fasse apparaître, monter ce débat au niveau d'un débat qui est aujourd'hui, en réalité, très abstrait pour 99%, et des gens, pas les patrons des TPE, mais vous imaginez que le directeur financier d'une grande boîte publique ou privée, c'est son problème? Bien évidemment que non. Donc, bon, comme il y a des fintechs, j'en ai 3, je vous les donne, comme on les citera. Il y a MyRuby, mais tu vas en parler. Il y a Eureka, tu vas en parler. Et il y a la formidable boîte qu'on avait, que Finance Innovation. Finance Innovation, c'est le pôle de compétitivité très remarquable qui existe et qui est dirigé par Joël, et dans lequel j'ai mon petit camarade Bernard qui est vice-président. Et il avait primé une entreprise qui s'appelle Aston E-Trade, et qui est formidable, et qui, coup de chance, traite du sujet des délais de paiement. Et dont la responsable commerciale a un stand en bas. Voilà. Donc, nous, Bernard, on va déjà vous faire 3 minutes de plus. Parce que là, il nous faut au moins... Il reste 8 minutes. Il faut rattraper le temps perdu. 11, mais on va essayer de sprinter. Allez, les fintechs, pour toi, vont-elles changer la relation inter-entreprise? Alors, juste pour commenter ce qu'a dit Jean-Hervé, je pense qu'a dit Jean-Hervé, c'est juste que je crois que ce sujet est extrêmement important. C'est pour ça qu'on est PwC sur cet événement. C'est un premier point. Je pense qu'il a été fait, malgré tout ce qu'a pu dire Jean-Hervé, est extrêmement important. Le troisième point, je pense, et tu as raison, il faut savoir raconter des histoires. Et raconter des histoires, c'est les incarner, qu'elles soient mauvaises ou bonnes. Et je pense que l'histoire de la Société Générale est particulièrement éclairante. Et je pense que le rôle des grands groupes, pour moi, est essentiel. Leur responsabilité sociétale est claire. L'écosystème doit se mobiliser, du plus grand au plus petit. Et c'est ça qui manque probablement pour aller encore plus loin, sachant que pour moi, la compétitivité, c'est l'enjeu, en fait, de ce sujet. C'est la compétitivité de la France qui est en jeu. Les autres pays progressent dans ce domaine. La technologie avance. Il y a des opportunités phénoménales. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut s'engager. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça qu'il faut faire. Voilà ce que je voulais dire. Parce que tout ça se réconcilie, même si Jean-Hervé a peut-être pu paraître un peu véhément. Voilà. Je voulais dire qu'il a parfaitement raison. Et d'ailleurs, c'est le meilleur. Il l'exprime bien mieux que moi. C'est la preuve. D'ailleurs, lui, il est président d'une vraie boîte. Et moi, je suis président de pôle ou de cercle. Bon. Vous voyez la différence de carrière. On revient à nos fintechs. Elles sont présentes. Elles ont aussi besoin qu'on les mette un peu en avant parce que c'est un quotidien difficile. Ton avis? Donc, les fintechs, d'abord, je me permets de peut-être vous conseiller de lire un petit rapport qu'a fait PwC dans le monde sur les Global FinTech, qui est sorti en mars 2016. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fintechs aujourd'hui, dans le monde, globalement, opèrent sur finalement la banque de détail, les opérations de transfert de fonds, les opérations de paiement. Là où elles ont un rôle important, je pense que les banques savent très bien qu'avec les avantages qu'ont les fintechs, parce qu'elles ont moins de réglementation, leur agilité challenge fondamentalement le business model des banques. La Société Générale le sait très bien, mais je pense qu'elles doivent toutes travailler ensemble. Je pense que c'est un point important. Et je pense que le rôle des fintechs, c'est de désintermédier. C'est l'enjeu de la digitalisation du monde. C'est l'enjeu qui touche toutes les parties prenantes de notre société. Je crois que sur ce point-là, donc, ce qu'il faut faire, c'est regarder les sujets avec beaucoup d'attention, parce que les choses évoluent très très vite.
Pour moi, c'est mon premier point. Et donc, ça remet en cause, et cette étude nous le montre, 20% de l'activité des banques, c'est ce que toutes les activités bancaires disent. 20% à peu près des activités bancaires vont être remis en cause par les fintechs. C'est le facteur qui est à peu près indiqué aujourd'hui dans une horizon de 5 ans. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Il y a deux choses. Dans différents domaines. Voilà, on va prendre le problème de deux côtés. Il y a premièrement les fintechs qui font de l'optimisation de BFR et qui sont particulièrement performantes. Et on va citer des exemples français. Et puis, il y a le financement du BFR. Voilà, c'est 2 points. Mais on serait incomplet si on ne mettait pas en avant des initiatives internationales et des initiatives françaises. Alors, on peut peut-être parler d'abord de la France. Oui. Alors, sur la France, je dirais que, ayant en tête, donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a surtout des acteurs qui gèrent, je dirais, la problématique du financement du BFR, d'abord et avant tout en France. On parle beaucoup de crowdfunding et de crowdlending. Je crois qu'il faut regarder les choses avec réalisme. C'est pas ça qui va changer le financement en France. C'est un domaine qui croît, mais qui reste marginal et qui restera, à mon sens, longtemps marginal. C'est en tout cas la vue qu'ont beaucoup de monde. Mais sur le besoin des financements des entreprises, donc, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs français qu'il faut citer. Donc, on a cité tout à l'heure Alstom ETF, qui finalement est un acteur du logiciel au départ, mais qui a étendu avec une façon de faire assez innovante l'amélioration des modalités de recouvrement des créances. Donc ça, c'est vraiment une fintech extrêmement intéressante en France. Elle a d'ailleurs élargi son savoir-faire à l'optimisation lui-même du BFR, donc qui est là aussi des éléments où Alstom intervient. Et puis il y a des jeunes acteurs qui me paraissent très intéressants à suivre, Fignexcap ou Créancio, qui sont des acteurs qui permettent, par une plateforme Internet, de financer des créances clients à la demande, et avec une ou plusieurs factures selon des modalités extrêmement souples. Donc c'est assez intéressant de suivre ces fintechs qui sont particulièrement intéressantes, alors même qu'aujourd'hui, le monde de la facturage, notamment, est dominé par les banques françaises avec le départ de GI de ce marché en France. Alors, avant qu'on y revienne, Bernard, moi je voudrais te dire 2 petites choses sur le crowdlending. Et je suis pas tout à fait d'accord. Alors, il faut que je le dise. Le crowdlending est en train de s'orienter vers vraiment un financement court terme à 6 mois. Je vais vous donner 2 exemples. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de portage de stock en France. Ça n'a pas de solution. Ça existe en Allemagne et c'est un drame pour l'économie française. Je suis les saumons Piriac en Bretagne. J'ai besoin de 50 000 € parce que j'ai une campagne saisonnière. Qu'est-ce que je fais? Je vais sur une plateforme de crowdlending. J'ai 450 prêteurs qui arrivent. J'ai 4%, j'ai mon argent en 48 heures. Je sauve ma saison. La même chose, je m'appelle la société Pascal et Béatrix. Je fais de la confection haut de gamme. J'ai besoin de moderniser un outil de production. Je fais une première expérience de crowdfunding. J'obtiens 100 000 € en 12 jours et j'installe ma machine. Après, j'achète des stocks. En 2 jours et demi, j'ai des prêteurs. Ce qui est intéressant dans le crowdlending, et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est une période un petit peu charnière, c'est que nos concitoyens, nos investisseurs, apprennent ce que c'est que l'actionnariat, apprennent ce que c'est que le risque, apprennent ce que c'est que l'investissement. Et pour cela, à mon avis, c'est le point essentiel, parce que ça fera de futurs investisseurs pour demain. Oui, tout à fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Le point, c'est que ça permet, ces plateformes-là sont extrêmement intéressantes parce qu'en fait, elles répondent à des besoins extrêmement spécifiques et elles sont extrêmement souples, ce que le système actuel ne permet pas de faire. Donc effectivement, ça répond à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas remplis. Et de là à dire que ça va fondamentalement bouleverser dans les 1 à 3 ans qui viennent le système de financement bancaire français, je ne crois pas. Alors, deuxième point qu'on vient juste d'aborder, c'est cette histoire d'affacturage, puisqu'on avait indiqué tout à l'heure que c'était 240 milliards d'euros en France, c'est énorme. Et là, on arrive dans un nouveau marché qui est aussi, qui peut, alors je déteste le mot ubérisé, vous l'oubliez tout de suite, mais on va dire le marché du dynamic discounting. Alors, est-ce que dans l'étude qui a été faite par PwC, tu peux un petit peu nous donner cette tendance à peu près? Le dynamic discounting, c'est quelque chose qui arrive des États-Unis. Il y a pas beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, mais ça se développe aux États-Unis. C'est très simple. C'est qu'en fait, on fait varier le taux d'escompte en fonction du délai précis de paiement de la facture. Et ce sont des plateformes qui permettent d'offrir aux PME des options assez simples, assez
variable, assez optimale, assez optimisée du financement de leur BFR en fonction donc par rapport à ces plateformes. Et je dirais que la start-up qu'il faut vraiment mettre en avant sur ce sujet, mais qui est malheureusement américaine à ce stade, mais il y en a peut-être en France, tu vas nous dire. Taulia aux États-Unis, qui est basée à San Francisco, donne accès à ce type de produit. Et je pense que c'est assez intéressant. Alors malheureusement, effectivement, on n'a pas de start-up ou fintech dans ce domaine-là en France, mais il y a une start-up qui s'appelle Eureka. Eureka, alors malheureusement, derrière, vous avez des petits investisseurs de rien du tout, RSA, BBB, Euler, etc., qui ont le label Finance Innovation depuis quelques jours, mais surtout qui s'appuient sur une technologie informatique qui est française. Ça veut dire que les Anglais, avec cette force de frappe sur ce domaine-là, vont nous envahir en s'appuyant sur des technologies françaises. Et tous ces savoirs, tous ces cryptographes, tous ces data scientists, tous ces informaticiens, tous ces geeks aujourd'hui, il faut leur donner la chance d'aller sur ce segment-là, parce qu'avec 240 milliards à travailler, on a quelque chose à faire. Tout à fait. Et peut-être, donc tu viens de donner effectivement, je pense, un des éléments qui va, à mon avis, révolutionner évidemment les paiements, c'est, me semble-t-il, la blockchain. Tout le monde en parle. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la blockchain, mais pour expliquer ce point, c'est assez simple. C'est finalement la transaction elle-même porte sa sécurité à l'intérieur de la transaction, de façon informatique et sur le réseau, et elle progresse au fur et à mesure que la transaction évolue. Elle porte en elle-même les éléments qui donnent la sécurité et la confiance. Donc c'est ça la blockchain, hein, je le simplifie de façon simpliste, plus que simpliste, mais je pense que c'est très intéressant de voir combien cette technologie qui n'est pas prouvée, et d'ailleurs PwC investit sur ces technologies aussi, nous avons plus de 20 personnes en Irlande qui travaillent là-dessus, uniquement, c'est la possibilité, me semble-t-il, de passer d'une logique de paiement immédiat, parce que la blockchain a été conçue au départ comme étant une logique de paiement immédiat, à une logique de paiement différé, dès lors qu'on insère dans cette chaîne d'information des éléments de paiement différés, donc des éléments qui permettent probablement de traiter un certain nombre de délais de paiement et de la problématique des délais de paiement. Alors là encore en France, on a des talents, peu d'entreprises. Il y a l'association France BlockTech qui est hébergée chez Finance Innovation, où on essaye avec un certain nombre de personnes de recenser à la fois les porteurs de projets et les entreprises. Et sur ce sujet particulier, il y a une très jeune fintech blockchain, parce que la logique de la blockchain, ça réconcilie les trois grands volets de notre sujet. Le credit management, vous faites du credit management dans la blockchain, vous faites de la prévention, vous faites du recouvrement, vous faites de la sécurisation. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en dehors de cas de litige, une créance est certaine. Elle est liquide, exigible et doit être réglée à son échéance, qu'elle soit comptante ou à terme, que ce soit par le débiteur ou par une technologie de sécurisation qui est aujourd'hui considérée la plus sûre. Débitcoinisons la blockchain. Et on a un financement totalement intégré au process de facturation. Mon petit producteur japonais qui fait du ouzou pour Madame Brouchu qui fait des macarons, il y a 47 intermédiaires de transport, il y a 47 flux financiers. La blockchain aide les 47 autour de cela. Et la blockchain, à mon avis, est essentielle par rapport à ça. Il ne faut pas trop aller vite, il faut aller au bon rythme, mais en tout cas, on a des talents. Je crois que c'est essentiel, mais peut-être un dernier point sur cette problématique du délai de paiement. Tu l'as dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est donc une chaîne de valeur, la chaîne des paiements. La chaîne de valeur commence par celui qui émet la facture. Et je peux vous dire que de notre expérience, la qualité de l'information, elle est clé à l'origine. Et donc, le plus souvent, c'est comme ça que, quand on voit les résultats, l'origine des problématiques de paiement dans les grandes administrations notamment, c'est souvent parce que le processus à l'origine n'a pas forcément été maîtrisé. Donc, il y a un effet d'accumulation des erreurs qui crée beaucoup de difficultés. Mais je pense qu'avec les technologies aujourd'hui, l'engagement que je crois on a dans ce pays, malgré tout ce que tu as pu dire, il faut aller encore plus loin, mais c'est un élément de la compétitivité française que de faire progresser ce sujet. Voilà. Je voudrais juste, merci messieurs. Ils m'en voudront. La société de blockchain qui travaille en credit management s'appelle Aedeus et avec CMCA. Donc, s'ils sont peut-être dans la salle, je voulais quand même les citer. Voilà, merci. Les encourager. Voilà, au revoir. Merci messieurs. Merci de votre